On est à même pas 24 heures d'une journée noire dans les transports et pas seulement dans les transports. Il faut quand même rappeler que 90% des TGV ne vont pas circuler, 80% des TER ne circuleront pas. Ça sera une journée morte dans les transports. Contestation, mobilisation qui peut-être pourrait durer. Bonjour Eric. Bonjour. Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. On a un gouvernement, on se pose la question, est-ce qu'il est ou pas en position de force? Parce qu'on a ce discours, c'est normal, on a la fermeté qui est affichée de la part du président qui nous a dit il y a quelques jours « je n'y renoncerai pas à cette réforme des retraites ». On a un Premier ministre, là encore chacun dans son rôle, qui est plus déterminé que jamais, il ne va pas nous dire le contraire. Sauf que pour l'instant, l'opinion publique est toujours pour l'instant du côté des mobilisations. Est-ce que vraiment, au-delà de l'aspect affiché, le gouvernement est vraiment en position de force, à 24 heures du vrai commencement des choses, on va dire? On va rentrer dans un cycle assez dur. Quand vous dites que l'opinion publique est du côté des manifestants, ça dépend en fait. Donc aujourd'hui, non mais on est dans pleine injonction contradictoire. Il y en a qui comprennent le fait qu'il y a des grévistes qui vont s'opposer à cette réforme des retraites. N'empêche que tous les sondages disent que plus 70% des Français sont en faveur d'une réforme des retraites. Oui. Après, il faut y voir le contenu. Ah, il faut aller au bout du truc. 70% des Français sont favorables à une réforme des retraites. Mais 64% ne font pas, je l'ai en tête ce sondage de ce week-end, ne font pas confiance au gouvernement pour mener à bien cette réforme. Je pense qu'ils font. Donc c'est un problème de casting. Plus personne ne fait confiance au gouvernement pour faire quoi que ce soit, en fait. C'est ça le problème. Je pense que l'élément où ils ne sont pas en position de force, c'est qu'il y a une démonétisation de la parole publique et de la parole politique qui ne donne pas confiance dans le fait de faire des réformes qui auront des impacts sur l'avenir. Les réformes qui ont des impacts sur le présent, on en voit les conséquences immédiates, donc quelque part on peut leur faire confiance. Sur l'avenir, on n'a pas confiance dans le politique et on a perdu la confiance dans le politique sur la capacité à construire l'avenir. Et c'est pas depuis Emmanuel Macron, c'est depuis quelque part 97, voire avant. Donc je pense que l'élément de faiblesse fondamentale, il est là. Maintenant, par rapport au casting que vous évoquez, j'ai la conviction qu'un Jean-Paul Delevoye était la personne idoine pour faire ça, parce qu'il connaît, un, les arcanes des corps intermédiaires pour pouvoir négocier, pour pouvoir mettre en place cette réforme. Deux, ça fait quand même 1 an et demi qu'il fait le tour de France et le tour des syndicats pour mettre en place quelque chose qui soit acceptable par tous. Et trois, il a mis en place une méthode de négociation, certes qui n'est pas lisible de la part des Français, mais qui vis-à-vis des... Ça fait 2 ans que ça palabre. On en est là. Non, après 2 ans de discussion. Le palabre, c'est un rapport quand même très détaillé sur les modalités techniques. avec les partenaires sociaux pendant 2 ans et on en est là aujourd'hui. On en est là parce qu'il y a une différence très forte entre la mise en place d'une réforme très technique dans laquelle il y a des enjeux puissamment techniques qui ont donné lieu à un rapport de 200 pages de Jean-Paul Delevoye et l'option politique qui va quelquefois à l'encontre des problématiques techniques. Donc le politique aujourd'hui cherche à trouver sa place. Il faut faire de la pédagogie et je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Édouard Philippe a commencé à le faire d'ailleurs. Ouais, pour l'instant chacun bombe un peu le torse, mais selon Challenge, c'est intéressant, le gouvernement aurait un plan B. Dit Challenge là, hier, en lâchant du lest sur les économies à réaliser. Peut-être qu'il n'y aurait plus de mesures d'économie, l'aspect paramétrique à court terme serait oublié, le sujet serait rouvert au-delà de 2020 par la nouvelle gouvernance du système, partenaires sociaux, État. On se dit que là c'est une solution de repli, qui montre que c'est une forme d'aveu de faiblesse si c'est acuité. On voit, y compris dans votre discours, qu'on est une nouvelle fois dans une dialectique quasiment guerrière de il y a les gagnants, les perdants, les solutions de repli. Mais c'est la réalité, il y a bien des gagnants, il y a bien des perdants. Je pense que justement la méthode de Delevoye, c'est faire en sorte qu'on puisse discuter et qu'on soit conscient de de qui va perdre et pourquoi on va perdre. Pour moi, il n'y a pas de solution de repli, il y a une trajectoire à trouver. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avant, on a beaucoup parlé du système de retraite tel qu'on voulait le mettre en place, on a très peu parlé de la trajectoire pour y arriver. Ce que vous appelez le plan B, c'est juste la mise en place d'une trajectoire pour y arriver. Alors il y a eu la clause du grand-père, il y a eu le fait qu'on y aille tout de go, la suppression des 42 régimes spéciaux qui ne veut rien dire, supprimer 42 régimes spéciaux, ça ne veut rien dire si on ne met pas une trajectoire qui notamment est poussée par une trajectoire technique. J'insiste parce que c'est probablement une des réformes qui est les plus compliquées à mettre en œuvre d'un point de vue technique pour que ça marche. Parce qu'au final, il faudra quand même qu'il y ait un calcul de points, qu'il y ait des cotisations qui soient perçues et des versements de pension. Et ça va pas faire, ça va pas se faire. Comment on garantit aux Français, ce qu'on n'a pas été capable de faire aujourd'hui le gouvernement, parce que les Français ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils n'y comprennent rien. Déjà, et qu'ils vont devoir travailler plus, peut-être pour toucher moins. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un aspect de pédagogie pour rappeler les principes de cette retraite. Continuer à dire aux Français, on va continuer comme ça à être le pays sur lequel l'espérance de vie a fortement augmenté, sur lequel le temps passé en retraite est l'un des plus importants d'Europe, le temps de travailler est un des plus faibles d'Europe, ça ne marchera plus. Donc de toute façon, l'idée qui consiste à dire, pour préserver une retraite correcte, vous devrez travailler plus,
Ça a déjà été quasiment dit avec cet âge pivot. L'âge pivot, c'est rien d'autre que de dire, vous pourrez partir avant, mais si vous partez avant, vous aurez une décote. Ouais, enfin, ça a été lancé en débat, je crois, par le Premier ministre. La question de l'âge pivot, on ne sait toujours pas quelles sont les intentions du gouvernement sur l'idée de dire avant tel âge, 64 ans, 63, 64, si vous partez avant, vous avez une décote. Il y a des équilibres il y a à une surcote, trouver. un peu comme dans les retraites complémentaires. Mais avant de parler de ces équilibres-là, il faut vraiment réexpliquer quels sont les principes clés de la retraite, notamment sur qui va perdre, qui va gagner. Je pense qu'il y a deux catégories de personnes qui vont y perdre dans cette retraite, si on parle de perdre. En tout cas, qui vont faire en sorte que la solidarité, ça ne soit pas seulement pour les autres. La première catégorie des personnes, c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que ceux qui gagnent beaucoup d'argent et ceux qui ont eu des carrières longues, qui ont été en gros les nantis du système du travail, on espère qu'il y en a le plus possible quand même, eux vont devoir effectivement travailler plus pour maintenir leur niveau de retraite. Pourquoi ? Sinon ils verront pas. Parce que on est dans un système où on va avoir un écrasement des montants de retraite par le haut pour garantir le fait que les petites retraites puissent monter. Pourquoi on a un écrasement par le haut ? Du fait du mode de calcul ? Du fait du mode de calcul. Sur l'ensemble de la carrière ? Sur l'ensemble de carrière. Le fait qu'on ne prend pas les 25, on prend toute la carrière, donc ça c'est déjà un écrasement. Et cet écrasement, il est assumé parce que, à contrario, ça va privilégier ceux qui ont eu des carrières erratiques et qui ont eu des difficultés, qui aujourd'hui étaient très maltraités dans le système de retraite. Il faut voir qu'aujourd'hui, le système de retraite avait deux lacunes majeures. La première, c'est qu'il était illisible, très compliqué et très inégalitaire. Et le deuxième, c'est qu'il reproduisait à la retraite les inégalités insupportables des revenus qu'on vivait dans la vie soi-disant aussi, il était en péril, nous a dit ce week-end Gérald Darmanin, ce qui n'est pas vrai, il n'est pas en péril. Vous savez que, il n'est pas en péril dans les 20 prochaines années. Sur le péril financier, il suffit juste pour équilibrer tout ça, de repousser l'âge de départ à la retraite de 6 mois. À horizon 2025. À horizon 2025. Et là, on n'a plus de problème de financement. Ouais, mais on se dit qu'il aurait pu s'arrêter là, le président, sans avoir à faire tout ce barnum, si ce n'est qu'effectivement, il y a des problèmes de reproduction des inégalités à la retraite. Pour moi, l'intérêt de ce régime de retraite universel, c'est de combattre les inégalités et de faire du système de retraite un nouveau système redistributif. Quand on dit qu'il n'y aura pas de retraite inférieure à 1 000 €, c'est très important. Quand on dit qu'on va faire en sorte que les femmes puissent avoir des corrections de carrière, notamment en prenant en compte une surcote dès le premier enfant, c'est très important. Quand on dit qu'effectivement... Oui, sauf qu'il y avait aussi 8 trimestres. Les femmes disposaient aussi de 8 trimestres de bonification par enfant. Si ces trimestres-là sont supprimés, ils seront pas supprimés. On ne sait pas. On en parlait hier. Non, mais je reviens sur les principes parce qu'après on va voir comment ces principes se mettent en matérialité, notamment par chacune des professions, parce qu'on parlera du pacte républicain après. Ouais. Et juste une seconde. Je reviens quand même à la question du point de dépendance. C'est un sujet compliqué. Non, mais le gouvernement, encore une fois, donne le sentiment d'être en position de force. On n'a pas le sentiment que c'est le cas en fait, et que cette posture-là est très fragile. Moi, je vais vous dire pourquoi ils sont en position de force. Parce que si jamais cette réforme de retraite ne se fait pas, alors que personne n'a réussi à faire une vraie réforme des retraites... On réforme tous les 10 ans au fil de l'eau, c'est pas dramatique. On réforme les critères sur tous les 10 ans au fil de l'eau et on reproduit les inégalités chaque année et on se plaint qu'il y a de plus en plus de retraités pauvres. C'est incroyable ça. Je veux dire, on prétend qu'on a fait des régimes de retraite et on n'a pas arrêté de générer de la pauvreté chez les retraités. En Suède, Philippe Martinez l'a rappelé à juste titre, le patron de la CGT, en Suède, avec le système à points qui a été instauré, on a 2 fois plus de retraités pauvres qu'en France. C'est pour ça qu'en France, on va mettre en face un effet cliquet dans lequel on ne pourra pas avoir des retraites qui soient inférieures à 1 000 €. Et je pense que ça, c'est une très bonne mesure. Mais ça, il va falloir le financer. Il va falloir le financer de deux manières. Effectivement, en étalant les cotisations sur toute la vie et donc un écrasement des retraites les plus élevées, mais aussi en travaillant sur les 42 régimes de retraite sur lesquels il y a objectivement... Le fait de faire péter les régimes spéciaux, c'est ça en fait. Les régimes spéciaux. C'est vrai que c'est 3% des gens qui travaillent, c'est vrai. Mais ils mobilisent chaque année 9 milliards d'euros. Et 9 milliards d'euros, on pourrait les utiliser de manière beaucoup plus, on va dire, utile. Le vrai chiffre, c'est plutôt 2-3 milliards, nous disait en début de semaine. Alors ça dépend, le Parisien a dit 9 milliards. Effectivement, mais enfin, le coût complet de ça, de toute façon, c'est en milliards d'euros et on pourrait en faire beaucoup d'autres choses que de faire en sorte simplement que des conducteurs de rames de métro partent à 55 ans. Si la France est paralysée, je pense qu'on se reparle dans un mois. Votre discours sur l'apparente, encore une fois, position de force du gouvernement ne tiendra plus. Mais moi, je crains que si la France est paralysée pendant un mois... ça sera l'opinion, comme à chaque fois. Oui, comme à chaque fois. Sauf que si on ne fait pas cette réforme-là... On n'en est pas là. De mon point de vue, si on ne fait pas cette réforme-là, on plie le quinquennat. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir une trajectoire qui soit tenable pour tout le monde. Et dans la trajectoire, là où il y a une position de force, c'est qu'il y a matière à trouver des leviers sur lesquels chacun s'y retrouve. Des leviers pour faire en sorte... pour reculer à chaque fois, donner des compensations, des contreparties. Je vous donne un exemple très simple. La réforme, elle est diluée. Elle est diluée, c'est-à-dire qu'elle se mettra en place sur plus longtemps. Mais l'exemple concret et très simple, moi, qui me touche beaucoup, c'est les enseignants.
Les enseignants, effectivement, ont un pacte républicain où ils gagnent moins pendant leur carrière pour gagner plus pendant leur retraite. Il est vrai qu'avec le système de points, si on ne fait rien, on va dans le mur parce que finalement, ils seront perdants-perdants. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent pendant leur vie active et ils y perdent pendant la retraite. Donc l'idée du pacte républicain, c'est de trouver un système dans lequel on revalorise au fur et à mesure du temps le salaire des enseignants et on se donne le temps de mettre en place la réforme de la retraite pour justement que personne n'y perde. On est donc sur un sujet de trajectoire et je pense que la manière de sortir par le haut dans les négociations qui vont être menées aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes trajectoires pour qu'on aligne dans 20 ans un système de retraite pour tout le monde. Ouais. Moi, je pense que l'info qui est sortie par Challenge, comme quoi effectivement là, tout l'aspect paramétrique financier est repoussé, c'est comme un signal fort qui est envoyé à la CFDT, dont a besoin le président pour mener à bien sa retraite. Il ne peut pas se faire lâcher par la CFDT. Absolument. Il l'a rappelé, Laurent Berger, c'est niette. Ils iront dans la rue si le gouvernement reste bloqué sur l'idée de travailler plus longtemps. Oui, mais, mais c'est pas grave. On peut raconter ce qu'on veut. On mettra en place un système qui fait que pour gagner ce qu'on gagnait avant, il faudra pas travailler pour longtemps. On peut pas se raconter d'histoire. Après, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça que ça passera. Mais on pourra partir plus tôt avec une décote si on le souhaite. À chacun de choisir. Ça s'appelle la responsabilité. C'est ce qui fait que beaucoup de retraités suédois sont partis plus tôt. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait une grosse perte de pouvoir d'achat. Ils sont revenus ils ont cherché d'ailleurs à revenir sur le marché du travail pour le coup après. Absolument. Bref, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous, Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Merci. Merci Éric. Bonne journée.